Bonjour. Donc bonjour à tous. Déjà, je remercie mon directeur, Monsieur Bola, qui m'a laissé la chance de pouvoir vous présenter et qui m'a annoncé ça en début de semaine. Donc, je viens donc vous présenter donc les dispositifs de l'UGCAM, plus précisément celui du 360, mais l'idée c'est de vous présenter aussi comment, dans quelle démarche on s'est inscrit, pourquoi on s'est inscrit là-dedans, et comment on a pensé tout ça, et comment on s'est inscrit dans le domaine de l'inclusion. Donc, rapidement, donc la stratégie inclusive en secteur médico-social, il y a plusieurs priorités. L'idée, c'est pas de vous faire un cours, c'est vraiment vous présenter comment nous on l'a pensé, les grandes lignes, de pourquoi aussi on s'est inscrit là-dedans, de présenter un petit peu comment le médico-social aussi est en pleine transformation, de présenter comment nous, au niveau des établissements de l'UGCAM et même les autres, il y a d'autres établissements qui sont dans cette dynamique-là, comment on s'inscrit effectivement dans cette transformation de l'offre qui est donc beaucoup plus inclusive. Donc plusieurs stratégies, priorités en tout cas de la stratégie nationale et qui est confortée aussi dans la conférence nationale du handicap, pour les personnes qui vivent avec un handicap, donc dans la construction d'une société inclusive, comme on disait, la reconnaissance d'un droit à l'accompagnement adapté, le développement des fonctionnements en ressources, alors nous plus précisément des troubles du neurodéveloppement, des maladies rares, le polyhandicap et d'autres, et la concrétisation forcément du pouvoir d'agir des personnes et effectivement la reconnaissance de l'expertise des personnes et des aidants. J'expliquerai aussi après, on a aussi développé de l'offre vis-à-vis pour soutenir les aidants. Donc on s'appuie également donc sur la réponse accompagnée pour tous, je pense que tout le monde connaît, mais qui fait suite à la circulaire de Zéro sans solution, et avec donc plusieurs objectifs qui sont donc de proposer une offre modulaire et en tout cas différente et qui permet de s'adapter au mieux et au plus près des besoins des personnes avec un handicap et également de répondre aux besoins des aidants. Donc c'est favoriser effectivement l'accompagnement en milieu ordinaire, mais après l'accompagnement en milieu ordinaire forcément c'est facile à dire, mais comment on vient soutenir justement ce milieu ordinaire et on est plus dans une dynamique de l'aller vers. Donc c'est effectivement ce qui permettra aussi, et c'est une des premières missions de la RAPT, c'est d'assurer la sécurité, la continuité du parcours des personnes. Et qu'on arrête aussi, suite au constat qui avait été fait, les ruptures de parcours qui étaient quand même, les personnes qui étaient en rupture de parcours qui étaient quand même assez importantes. Donc comment ça s'est décliné au sein de l'UGCAM? Il y a eu donc l'évolution des agréments, comme je le disais. Je donne l'exemple d'un IME qui se transforme en DAM. Il y a plusieurs aujourd'hui associations qui sont dans cette transformation de l'offre, un petit peu comme les ITEP sont passés en DITEP, c'est-à-dire qu'on parle de dispositif, c'est-à-dire qu'on ouvre les droits on n'a plus une notification avec une orientation bien précise. Aujourd'hui, on ouvre les droits et cette orientation permet d'avoir plusieurs modalités d'accompagnement et de plus attendre ces changements de notification. L'ouverture de nouveaux services. Alors, il y a les MASCO, l'équipe mobile d'appui à la scolarité, l'équipe mobile d'appui à la protection de l'enfance, la communauté 360, que je présenterai plus précisément juste après. Également, donc, la création des prestations ambulatoires et de répit. Ça, c'est effectivement une offre qui est de plus en plus demandée et c'est un réel besoin, en tout cas, pour les personnes. Et évidemment, c'est-à-dire que nous seuls, nous ne sommes pas experts, mais c'est avec effectivement chacun d'entre vous, chacun des partenaires qui permet de faire l'expertise. On n'est pas, on n'a pas la prétention de dire que nous sommes les experts, mais c'est justement cet accompagnement multimodal avec l'ensemble des partenaires, avec chacun sa spécificité, qui fait que nous sommes experts dans la situation. Et donc forcément l'aménagement de procédures, puisque c'est quand même un changement qui est assez important. Aujourd'hui, on ne parle plus de place, mais bien de parcours de l'enfant. Bon, ça c'est très rapidement le Québec. Pour quelle ambition finalement? Pourquoi on fait tout ça? Effectivement, c'est proposer finalement à chaque personne un accompagnement qui est souple et adapté à ses attentes, une logique d'inclusion et une sécurisation du parcours, comme je le disais en amont. Innover dans les fonctionnements les plus coopératifs sur le territoire, c'est-à-dire que ça demande aussi une connaissance de ce qu'il existe sur le territoire et de savoir vraiment quelles sont les missions de chacun pour pouvoir orienter au mieux les situations et permettre d'avoir les meilleures prestations adaptées en fonction des besoins repérés.
Et effectivement, donc, comme je disais, répondre à une palette de besoins variés et complexes. De jour comme de nuit, ça c'est des changements de désagréments, comme je le disais tout à l'heure. Donc, peut-être pour commencer, présenter rapidement le pôle de compétences et prestations externalisées, qui est un des premiers services que l'UGCAM a ouvert dans le milieu ouvert. L'UGCAM, peut-être pour rappel, c'est l'IME de Colobrières, c'est l'IME de Colobrières qui est assez isolé historiquement. On était dans cette vision un peu de cacher la personne en situation de handicap, et il y a eu donc voilà, dans ce changement, on est vraiment dans l'aller vers et aller vers les situations chez eux, au plus proche de chez eux, et pouvoir proposer en tout cas les meilleures prestations. Le PCPE, c'est un des outils de la RAPT qui, il y a toujours minimum un PCPE par département. Dans le nôtre, je vois mes collègues des Lauriers-Roses, nous sommes 2, donc 2 PCPE. Alors le PCPE des Lauriers-Roses a une spécificité, je vous laisserai peut-être aller les rencontrer. Le nôtre, effectivement, a un public diversifié. On intervient pour tout type de handicap, tout âge, et dans tout le département du Var. Et le PCPE, c'est une équipe mobile, puisque son nom, c'est le pôle de compétences et de prestations externalisées. En fait, ce que ça veut dire, c'est une équipe mobile qui intervient pour évaluer et coordonner les situations qui sont reconnues comme complexes par la MDPH. Donc la MDPH, chaque institution définit la complexité à sa façon. Si on prend l'aide sociale à l'enfance, c'est les violences, c'est les difficultés d'accompagnement. Pour la MDPH, c'est la rupture de parcours. C'est comme ça qu'il détermine la complexité. Et chacun peut le définir différemment. En tout cas, pour la MDPH, donc c'est une reconnaissance, et le PCPE, c'est un droit. Il fait partie du droit commun, c'est-à-dire qu'on intervient sur notification pour pouvoir intervenir et aider la situation là où elle est. Donc, évaluer, coordonner. Donc, on a des outils d'évaluation. On a une équipe qui est composée d'éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues, infirmières, et on s'appuie évidemment sur les partenariats. Donc on a vraiment un rôle où on va s'appuyer sur chacun des partenaires. Donc le PCPE a établi quand même un réseau partenarial qui est assez important. On a vraiment pu, en tout cas depuis son ouverture en décembre 2016, établir un état des lieux de ce qu'il existe sur le département, et on essaye de s'actualiser, puisque le PCPE, vous avez vu, c'est une petite équipe, mais le but c'est de vraiment s'appuyer sur les ressources du département. Donc toujours avec quand même dans la coordination, la reprise de parcours. Il n'y a pas d'objectif de résultat, mais quand même l'évaluation et la coordination a permis quand même à plus de 96% des situations de reprendre un parcours, et donc ça a quand même porté ses fruits, et ça nous a permis, en tout cas ça a permis aux situations, ça a permis de créer ce réseau partenarial, de mieux se connaître et d'avancer, de permettre à ces situations à minima de ne plus être en rupture de parcours. Après, peut-être s'il y aura des questions, je laisserai peut-être après si besoin. Peut-être pour bien comprendre, parce que pas tout le monde le sait, et souvent c'est assez flou, de comment fonctionne la MDPH, donc l'accès au droit commun. C'est vrai qu'il existe tout un tas de procédures, et c'est vrai que c'est assez complexe. Ça me semble quand même important de juste faire une petite parenthèse. Je suppose que pas tout le monde connaît les GOS, les PAG, comment accéder à la cellule RAPT. Voilà, donc c'est vrai que ça peut paraître assez complexe. En tout cas, la cellule RAPT, c'est obligatoire. Il y en a une dans chaque département, et c'est les situations qui sont reconnues comme complexes par la cellule en interne au niveau de la MDPH. Le GOS et le PAG, il faut savoir aussi que c'est un droit. Le GOS, je le fais très rapide, mais peut-être certains d'entre vous le savent déjà, mais je vous fais quand même une petite parenthèse, c'est que le GOS, donc, c'est un groupe opérationnel de synthèse, le PAG, c'est un plan d'accompagnement global. Très rapidement, le GOS, c'est la réunion, le PAG, c'est le compte-rendu de réunion qui permet en fait de réunir les acteurs et de dire, voilà, pour cette situation qui est en rupture, qui propose quoi, et on établit un plan d'action, voilà, qui est le plan d'accompagnement global. Et de là, le PCPE peut être coordonnateur de PAG. D'ailleurs, très régulièrement, nous le sommes, puisque le but est qu'il faut quand même que nous puissions accompagner, coordonner tous ces acteurs qui peuvent intervenir autour d'une situation. Voilà. Rapidement, je passe à la communauté 360, puisque la communauté 360, donc c'est une plateforme téléphonique qui est avec un numéro vert, donc le 0800 360 360,
qui a été ouvert à l'époque par Madame Cluzel et qui était un projet qui devait voir le jour en 2021. Il a été avancé avec le Covid pour que les personnes ne puissent pas se retrouver seules. Donc une plateforme téléphonique qui est ouverte à tous, aux personnes en situation de handicap, aux familles ou aux aidants et aux professionnels, pour toute question relative au handicap. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir répondre, être une écoute. Donc la plateforme est ouverte de 8h à 20h tous les jours. Alors à l'époque, on était ouvert les week-ends. Maintenant, au niveau national, ils ont décidé de fermer les week-ends, ce que l'on trouve dommage. Mais en tout cas, c'est ouvert et ça permet en tout cas de pouvoir répondre à tout type de questions. On a plusieurs niveaux de réponse sur le 360. Le premier niveau, c'est de l'information direct, c'est-à-dire comment qu'on peut constituer mon dossier MDPH, qu'est-ce qu'un IME, l'école, pourquoi aujourd'hui l'enseignant ne me permet pas de bénéficier d'une scolarité à temps complet. Enfin voilà, on est dans l'information. On a un deuxième niveau, et là je rebondis, le 360 a constitué des membres cœurs. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur le réseau existant, et sur le réseau notamment parce que le 360 a été adossé au PCPE administrativement, mais c'est un choix stratégique au niveau, nous en tout cas du département, puisque le PCPE, comme je l'ai dit en amont, a constitué son propre réseau. Donc le 360 s'est appuyé sur ce réseau-là qui avait été constitué et de pouvoir ensuite renforcer ce réseau-là. Donc dans 360 il y a communauté, donc le but étant de créer une communauté avec en composant des membres cœurs, c'est-à-dire une relation, on va dire entre guillemets, privilégiée qui nous permet de très vite réorienter et de s'appuyer sur les partenaires qui en sont les membres cœurs. Donc aujourd'hui, on est à 26 membres cœurs, on est toujours dans le développement de ces membres cœurs et le but étant de pouvoir réorienter, donc ça c'est le deuxième niveau de réponse, c'est-à-dire qu'on réoriente les personnes vers le bon partenaire. Si par exemple, je cherche un IME à côté de chez moi, je ne sais pas s'il existe, je donne peut-être des situations bateau, mais voilà, c'est des types de questions qu'on peut avoir aussi, ou comment bénéficier des prestations de Paris si un partenaire nous demande. Voilà, on va réorienter vers le bon partenaire et on va s'appuyer en tout cas sur ce qu'il existe. Et le troisième niveau, on est vraiment sur de l'intervention directe où on va beaucoup plus rentrer dans de la primo-évaluation et de la coordination. Donc là, on va vraiment essayer de répondre très rapidement à la situation. Donc souvent, c'est des situations quand même qui sont assez complexe, avec peut-être même une notion d'urgence. Alors on n'est pas un service d'urgence, mais du moins on essaye de répondre très rapidement à ces situations. L'avantage sur ces services quand même, c'est qu'on a un lien privilégié avec la MDPH qui nous permet de débloquer très vite les situations, un lien privilégié aussi avec l'éducation nationale, je reviendrai après puisqu'on s'appuie aussi sur l'équipe EMASCO, et une relation privilégiée aussi avec le département et l'ARS qui nous permettent également d'alerter et de pouvoir très vite peut-être essayer d'être force de proposition. Voilà. On n'a pas d'appui vis-à-vis des partenaires, on ne va pas imposer quelqu'un dans un établissement. Le but, c'est quand même de travailler en bonne intelligence et de pouvoir proposer quelque chose très rapidement aux personnes qui sont en situation complexe. Voilà, peut-être, donc vous avez les trois niveaux, oui, je suis allé trop vite. Peut-être un petit changement quand même à rajouter, c'est que dernièrement, en plus de ces appels, nous sommes sollicités et nous permettons aux partenaires et notamment aux financeurs, ça on n'a pas trop le choix, mais de nous saisir directement et de pouvoir répondre à des situations pour lesquelles nous sommes saisis. Donc l'ARS par exemple peut être saisie directement parce que des parents ont écrit à Macron, ont écrit au préfet, et donc vous savez, ça monte et ça descend, donc après quand ça redescend, il faut mener des actions. Et donc peut s'appuyer effectivement sur le 360 pour permettre de trouver des solutions. Peut-être rapidement, je reviens parce que ça me semble quand même important, on parle d'inclusion aujourd'hui et l'EMASCO aussi est un outil qui permet et qui favorise l'inclusion. Donc l'EMASCO, c'est une équipe mobile d'appui à la scolarisation. Elle n'intervient pas non pas pour un enfant, mais bien pour aider une équipe pédagogique. Quand on dit équipe pédagogique, c'est vraiment, on vient soutenir une classe, donc l'enseignant, l'AESH et même les familles, on vient soutenir. Donc c'est directement l'école qui nous saisit et qui, l'éducation nationale a différentes strates, parce que c'est le directeur d'établissement qui doit signer, après c'est l'inspecteur de circonscription, et après c'est l'inspecteur ASH qui signe, et après ça nous revient. Donc des fois ça dure un peu, mais en tout cas ça
ce sont les différentes strates de l'éducation nationale. Mais ça nous permet, l'idée c'est de vraiment venir apporter un soutien à ceux qui sont tous les jours à l'école et de pouvoir leur apporter des outils. Donc on a différents outils, on a des mallettes que l'on peut prêter, on fait quand même une évaluation, on vient observer ce qui se joue en classe, c'est-à-dire que même si on n'observe pas l'enfant en particulier, on vient regarder ce qui se joue. Pourquoi, à quel moment de l'école il y a la crise, on vient observer les temps méridiens, on vient observer tous les temps de scolarité et on va essayer d'être force de proposition, donc par rapport à des outils, on fait une sensibilisation quand même, on n'est pas formateur mais on essaye d'apporter un maximum d'éléments sur le handicap qui est repéré, sur la difficulté qui est repérée et on va peut-être même solliciter les partenaires qui peuvent intervenir autour de cette situation. Oui, je crois que l'année dernière, on était à 64 classes qui nous ont appelés. Il faut savoir quand même que dans le département, donc au début, nous étions la seule EMASCO, l'UGCAM couvrait tout le territoire du Var, et depuis peu, nous sommes 3 EMASCO. Donc on s'est répartis, donc ça a été suite à un appel à projet de l'ARS. Donc nous, EMASCO, UGCAM, on est vraiment sur, je vais le faire en rapide, mais vous avez des plaquettes si vous le souhaitez pour voir la répartition. Pour les écoles, en tout cas, ça ne changera rien. C'est une fiche de saisine unique et c'est au niveau de l'éducation nationale qui répartit. Donc il y a phare 83 qui couvre tout le côté Toulon, tout le côté ouest du Var, la Page qui couvre toute l'aire dracénoise et tout le côté est, et nous sommes au milieu de haut en bas. Voilà. Donc hier, la Valette, la Garde, Colobrières, et on remonte jusqu'à Vinon-sur-Vandon. Voilà. Mais oui, on a effectivement, c'est une équipe mobile qui chaque année, en tout cas, voit ses saisines grandir. La demande, puisque de la scolarisation, si on parle d'inclusion, évidemment, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, on demande de plus en plus d'inclusion, qui est imposée quand même au niveau des écoles, sans forcément parfois d'outils, et qui sont même au niveau, c'est quand même un changement. Donc l'école soit subit, en tout cas pour les professionnels, soit n'ont pas les outils, et donc forcément ça entraîne des complications. Et parce que aussi, il y a parfois un manque de soutien du médico-social, aussi parce qu'il y a des difficultés, il y a un manque de place, alors maintenant on parle de parcours, mais voilà, on est dans cet entre-deux où effectivement on parle d'inclusion et aujourd'hui, en plein milieu, effectivement, il y a besoin d'aide, il y a besoin de soutien et cette équipe quand même a le mérite de pouvoir venir directement dans l'école et de pouvoir être force de proposition. Ça ne veut pas dire que ça résout tout, en tout cas, mais ça permet en tout cas d'avoir les outils et de favoriser un maximum l'inclusion. Et je crois que... Ah non, je ne sais pas si il me reste 2 minutes. Peut-être ça peut effectivement intéresser les partenaires, mais je le fais très rapidement. Vous avez vu, on utilise beaucoup d'acronymes pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais il y a également la PCO, donc la plateforme de coordination et d'orientation pour les enfants de 0 à 12 ans. Ça, c'est quand même, je trouve en tout cas un outil qui est plus qu'utile peut-être dans nos travail au quotidien ou pour... C'est une plateforme qui permet d'accéder, en tout cas... Le constat de base, c'est quand même que les CAMS, donc dans la petite enfance, déjà de 0 à 6 ans, on a constaté qu'il y avait plus d'1 an et demi d'attente. Et ce manque de diagnostic ou ce manque de bilan, parfois dans l'attente, on arrive finalement à du surhandicap parce qu'il n'y a pas les bonnes prestations qui suivent, parce qu'il n'y a pas d'évaluation. Donc, a été pensée la question au moins de permettre d'accéder à des bilans et d'accéder à des outils d'évaluation et de diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'on pose un diagnostic, mais en tout cas d'avoir des bilans suffisants qui permettent d'accéder au diagnostic. Et cette PCO donc intervient donc pour les 0 à 12 ans, à la base c'était 0-6 ans, on a étendu jusqu'à 12 ans puisqu'on s'est rendu compte que souvent c'est jusqu'à 12 ans qu'il n'y a pas de diagnostic, pas de bilan. D'ailleurs on le voit bien, en tout cas nous on a une montée des effectifs, notamment pour les 3 à 6 ans, puisque maintenant la maternelle est obligatoire, et donc effectivement il y a un repérage qui se fait beaucoup plus tôt. Alors qu'avant c'était plutôt à partir de 6 ans, où effectivement l'école, et au bout d'un certain temps, on se rendait compte qu'il y avait quand même quelques difficultés de l'enfant, et voilà. Donc, qui n'était pas forcément parfois repéré avant. Et puis surtout que quand même, lorsqu'on rentre en primaire, on est un peu plus dans les apprentissages, donc c'est là où on peut remarquer quand même certaines difficultés. Donc juste la PCO, elle permet donc d'être... donc c'est le médecin de première ligne, le médecin généraliste, qui a un guide de repérage qu'il doit remplir,
et qui permet d'orienter donc les familles vers des professionnels libéraux. Ça, c'est la PCO qui fait cet intermédiaire-là. C'est-à-dire qu'on va réorienter vers des bilans psychomotes, neuropsy, etc. Tout ce qui n'est pas remboursé. Et la PCO prend en charge tout ce qui n'est pas remboursé. Donc, par exemple, bilan psychomote qui préconise une vingtaine de séances, la PCO prend en charge le bilan et la vingtaine de séances de suivi. Ce qui quand même permet d'avoir un début de prestation. Alors c'est pas forcément l'idéal parce qu'effectivement un CAMS va proposer peut-être un accompagnement beaucoup plus global et d'adapter vraiment en fonction des bilans. Et puis il y a un médecin aussi. Mais quand même ça a le mérite en tout cas de proposer une amorce de bilan et un début de suivi qui quand même est plus qu'utile pour ces enfants. La durée du parcours quand même aussi, puisqu'il y a une réponse très rapide dans les bilans, dans la proposition de bilan et de suivi. Donc le suivi et le remboursement se fait durant 1 an et 3 mois. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ça a été déterminé par les textes de la PCO. 1 an, 3 mois et 15 jours. C'est important. Voilà, bon, ça c'est effectivement le descriptif. Comment saisir si vous souhaitez, après là aussi, je crois qu'on a pris les plaquettes, hein, vous avez tout pour savoir un petit peu les démarches à suivre. Et ça permet aussi, donc, comme je le disais, hein, l'intervention vraiment précoce et de permettre justement l'accès à ces bilans qui parfois sont très chers pour des familles qui peuvent être défavorisées. Et puis de toute façon, même quand on est en difficulté, hein, on n'est pas sans savoir que c'est compliqué en ce moment. Donc voilà, ça permet quand même d'accéder aussi à ce type de droit. Jean, on est terminé de mon côté. Je ne sais pas si...